Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ici, on parlait psychologie. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème un peu particulier qui est nommé le syndrome des jumeaux perdus. Alors, il y a de nombreux mystères sur les jumeaux et il y a eu de nombreuses études qui ont été réalisées sur les jumeaux, leurs connexions et sur des mamans qui ont pu perdre un jumeau durant la grossesse. Et les grossesses gémellaires, on en a donc de type monozygote avec la même poche et d'un point de vue génétique, les jumeaux sont semblables, ou dizygote avec deux poches où là on a une différence, même parfois de sexe. Alors après la perte d'un des deux, la maman a été l'objet d'études pour qu'on puisse l'aider et comprendre l'impact émotionnel, la souffrance, l'incompréhension de ces mamans qui ont eu à un moment donné 2 enfants, 2 fœtus en tout cas, mais pour la maman c'est bien 2 enfants. À un moment donné, il y en manque un, son ressenti, sa difficulté, ce deuil aussi qui se crée a été donc pris en compte avec réellement des équipes qui écoutaient ce mal-être, qui essayaient de soulager les maux pour ces mamans. Mais qu'en est-il de l'enfant survivant? Puisque quand il y en a 2, à un moment donné, il n'en reste qu'un seul durant la grossesse. Eh bien, c'est bien l'objet de cette vidéo. Donc déjà, on va essayer de comprendre le risque pour le jumeau survivant. Nous sommes en grossesse, donc pendant les stades de développement. Donc d'un point de vue médical, avant 14 semaines d'aménorrhée, le fœtus décédé va être réabsorbé. On appelle ça le jumeau perdu. Il n'y a pas vraiment de risque majeur pour l'autre bébé. Souvent, le deuxième se développe plutôt bien, sans difficulté. Entre 14-16 semaines, on peut avoir un risque de naissance prématurée de l'enfant survivant, de complications neurologiques. Il peut y avoir des lésions cérébrales, un retard de croissance pendant la grossesse. L'enfant survivant est en contact avec un fœtus décédé et c'est vrai qu'il peut y avoir une vraie souffrance fœtale, un retard de croissance. Dans les cas les plus graves, tout dépend encore une fois de l'avancée de cette grossesse, il peut avoir un décès sur le deuxième finalement. Donc on s'est questionné sur ce que pouvait ressentir le jumeau qu'il reste. Donc on est bien in utero à ce moment-là. Donc le jumeau perdu est présent ou expulsé. Tout dépend encore du niveau, au niveau des semaines d'aménorrhée et puis des mamans selon leur grossesse. Donc il faut savoir que même s'il n'a pas conscience qu'il a perdu son jumeau, certains enfants développent des émotions ou des troubles qui pourraient être liés à ce vécu intra-utérine. On va essayer donc de comprendre. Ici, je vous ai mis un schéma puisque bébé se développe dans le corps de sa maman. Il y a le cordon ombilical, les flux sanguins, d'accord, entre maman et le fœtus qui se développe. Nous avons le liquide amniotique, nous avons le placenta. Tout ça est en lien. Donc, lors d'un stress important de la maman ou à l'occasion même de plusieurs situations stressantes, que ça soit d'un point de vue émotionnel à la maison, dans son contexte social ou vraiment médical, le cerveau se remplit de 3 hormones: l'adrénaline, la noradrénaline et le cortisol. Et ces émotions, elles sont transmises chimiquement au fœtus, puisque vous voyez bien sur cette image que le fœtus est vraiment en lien chimique avec sa maman. Donc les échanges entre les fœtus
dans le développement, dans le corps de maman, il y a bien 2 embryons qui se développent, puis fœtus, puis après, enfant. À un moment donné, malheureusement, l'un des 2 perd vie pour diverses raisons, que ça soit de la malformation ou juste le cœur qui cesse de battre. Donc on a vu, hein, ces échanges chimiques avec maman, mais en fait, il y a aussi des échanges chimiques à l'intérieur même, donc que ça soit peut-être plus monozygote en tout cas. Donc le liquide amniotique, il change dans sa composition, surtout lorsqu'on a un corps sans vie qui peut se décomposer, se calcifier. Les papilles, elles se développent à peu près vers 10 semaines d'aménorrhée et le fœtus absorbe en fait des substances organiques dans le liquide amniotique. Selon le corps médical, le fœtus prend à peu près 40 millilitres par jour de gorgées, de petites gorgées. Donc effectivement, ces papilles vont sentir une différence entre les 2 embryons qui se développent normalement et lorsqu'un a perdu vie, sans forcément avoir de lien avec maman, puisque parfois la maman n'est même pas au courant d'une grossesse génière. Par contre, le fœtus, lui, il sait bien qu'il a une présence à ses côtés dans le ventre de sa maman. Donc dans la mémoire du corps, on a Louis, à peu près autour de 7 semaines embryonnaires, hein, donc on a ici, j'ai fait le choix de mettre cette photo, où on a un développement, le fœtus se développe et chaque organe aussi. Et il faut savoir que c'est l'oreille qui est le premier organe à être fonctionnel, avant même le cœur. Donc on parle de 14 semaines d'aménorrhée. Il va donc, ce fœtus, percevoir tous les bruits, en fait, sans forcément les comprendre. Les bruits de la circulation sanguine, les bruits du cœur de maman, les sons extérieurs. Donc il a une sensibilité auditive. Et quand ils sont 2 dans le corps de maman, eh bien, on va entendre la présence de l'autre, en fait. Et en fait, votre sensation par l'ouïe va bien être en double. C'est-à-dire que durant toute une période, il y a ces fluides sanguins après le cœur, après d'autres choses. Tout dépend encore une fois à quel stade de la grossesse le jumeau décède. Mais il y a bien en tout cas une interaction très rapide dans le développement par l'ouïe. Donc la mémoire du corps, cette fois-ci, on va parler du toucher, donc les mains. Ici, donc, on visualise une échographie où on a une main plutôt bien développée avec les petits doigts, les phalanges aussi. Les muscles ne sont pas encore achevés. Mais en tout cas, il y a des mouvements volontaires qui sont visibles dès la 6e semaine. Donc rapidement, finalement, les 2 jumeaux se sentent, se touchent, se palpent. Ils ont bien une conscience qu'ils sont 2 dans le ventre de maman, encore une fois, aussi bien monozygotes que dizygotes. Alors passons dans la mémoire du corps, mais cette fois-ci sur la perception visuelle. Il faut savoir que la vue, elle ne se développe pas aussi rapidement que d'autres organes, même si le lobe oculaire, dès le 18e jour, est présent. Mais il va certainement percevoir, en tout cas, de silhouettes, de la lumière. En fait, il faut attendre le 7e mois pour que l'enfant puisse avoir les paupières qui s'ouvrent, donc au niveau de la grossesse, bien sûr. Mais malgré tout, il y a bien des sensations visuelles lors du développement intra-utérine. Et il sait en tout cas, ce fœtus, qu'il n'est pas seul. Il sent bien une présence, il aperçoit quelque chose qui est proche de lui. Qu'arrive-t-il aux jumeaux décédés? Alors, il arrive qu'il soit absorbé par son jumeau. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs méthodes, au niveau
de ce terme, d'accord? Il est simpliste, parce qu'il n'est pas réellement absorbé ni mangé par l'autre, mais il y a, voilà, quelque chose qui peut, selon le développement de la grossesse, être différent. Et d'ailleurs, certains adultes, heu, ont par exemple des kystes et après intervention, on va retrouver des cheveux, des dents, des ongles. Très probablement parce que les médecins ne font pas à chaque fois, l'analyse de ce qu'on retrouve, ça pourrait être des morceaux du jumeau décédé. Donc, la partie, elle peut coexister dans le vivant d'un point de vue physique, avec un échange, au niveau des ADN qui a pu être décelé chez quelques patients sur des recherches en Allemagne, où ils ont décelé par exemple que des cheveux avec l'ADN de l'autre et non pas le sien, étaient sur une personne. Qu'ils peuvent être, évacués par des saignements de la mère, donc la mère ne sait pas forcément qu'il y a un deuxième fœtus à ce moment-là. Elle a des contractions, elle a des saignements plus ou moins abondants. Ça peut être la perte du jumeau décédé. Et il y a également une autre possibilité, qu'il soit donc aplati, asséché et qui vient donc, se calcifier sur le placenta. On appelle ça l'enfant de la pierre parce que voilà, c'est très dur. Il faut savoir que, souvent, d'un point de vue médical, cela n'est pas annoncé à la mère pour lui éviter de la souffrance inutile, surtout avant, puisque la plupart des recherches ont démarré uniquement dans les années 78, qu'il y a quand même à peu près 15 de grossesses gemelaires. Ça ne veut pas dire qu'elles aboutissent à la naissance de 2 individus. Et quand, les médecins, les sages-femmes découvrent qu'il y a eu un décès, mais que la maman n'a aucune information là-dessus parce que ça n'a pas été vu, ça n'a pas été décelé, eh bien, très souvent, on n'annonce pas à la maman. On parle que du bébé qui est donc vivant, qui est en bonne santé. Cela évite des souffrances inutiles. C'est le point de vue des équipes médicales. Donc les jumeaux sont complémentaires, il ne faut pas oublier que les jumeaux, ils se complètent, ils se répartissent leurs capacités. Le développement va être différent, même pour les enfants qui naissent à terme ou en tout cas souvent prématurés pour les jumeaux. Il faut savoir que très souvent, dans les études menées sur les jumeaux vivants, on va avoir peut-être un enfant gaucher et un droitier. L'un va utiliser et plutôt stimuler l'hémisphère gauche et l'autre le droit. Il y a souvent un dominé, un dominant. Eh bien, en fait, après le décès, il y a une sensation de vide pour celui qui va au terme de cette grossesse et qui naît par la suite, que la nouvelle a été annoncée ou non à la maman, qui avait donc un fœtus décédé et un fœtus qui a été à terme de grossesse. Mais cette sensation de vide est que réelle finalement, puisqu'il y a vraiment un partage de capacités et même si un des deux décède, l'autre, ce vide, il va le ressentir, même inconsciemment, mais il ne comprendra pas le sens. Donc on va passer aux symptômes, possibles. Ces jumeaux qui naissent seuls, sans leur double, peuvent avoir un sentiment de vide intense, de solitude et de culpabilité. Il y a des angoisses de séparation, surtout chez les tout petits, qui peuvent être plus intenses pour un enfant, d'une grossesse gemelaire que d'un enfant qui était seul dans l'utérus de la maman. Un besoin de se montrer parfait, de chercher à compenser ce vide, et des questions existentielles précoces. Pourquoi je suis là et pourquoi pas l'autre? Surtout, quand ça a été verbalisé. Certains, ont eu des sensations dans leurs rêves, parce que voilà, ils ne comprenaient pas, ils n'avaient pas de réponse, il a fallu des recherches pour le comprendre. Mais les rêves peuvent être récurrents sur, il y a un ami, un compagnon, plutôt proche dans nos rêves, mais il n'a pas de nom, il n'a pas de visage, parce qu'on ne sait pas qui il est.
mais notre mémoire cellulaire, notre cerveau, n'ont pas oublié cette présence intra-utérine, comme on a pu l'expliquer plus tôt dans ces vidéos. Heu et donc il peut avoir cette sensation de dialogue, de présence dans le rêve. Il peut rêver plutôt lumineux avec des symboles liés à des pères, des reflets, des doubles, des miroirs. Et les enfants plus grands, ils peuvent chercher à sauver quelqu'un ou se sentent peut-être abandonnés dans leurs rêves. Donc c'est assez, complexe. Il y a vraiment des témoignages divers et variés, mais c'est intéressant de se dire que oui, il est probable que le jumeau survivant rêve de son jumeau perdu. Alors les troubles psychologiques qui peuvent être associés aux jumeaux perdus, il y en a probablement, les études sont toujours en cours bien sûr, puisque c'était pas le thème le plus étudié pendant de nombreuses années. Donc des troubles anxieux, attaques de panique, l'inconscient il garde en mémoire, cette perte, puisqu'on a bien compris que dans l'utérus, voilà, la conscience du fœtus était réelle. Donc la séparation, brutale, parfois traduite par une anxiété, un besoin de se rassurer et sans savoir pourquoi forcément. Des troubles obsessionnels compulsifs, donc des TOC, souvenez-vous, on a abordé un peu plus tôt dans la vidéo la culpabilité donc inconsciente, le besoin de réparer et la compulsion de répéter des actes pour sauver ou se nettoyer de quelque chose ou de quelqu'un. Dans l'utérus, à un moment donné, le fœtus a conscience qu'il y a un décès à ses côtés, un corps sans vie, un cœur qui ne bat plus. Parfois, en ayant bu le liquide amniotique qui avait changé de goût, cela peut donner du dégoût et ce besoin de nettoyer peut être lié. Pas que, bien sûr, mais en tout cas, il peut être possible. Dépression chronique et mélancolie existentielle. Donc ce sentiment de vide, ce manque inexpliqué, certains patients disent ressentir une tristesse sans nom, un manque qu'aucune relation va venir combler, et parfois depuis l'enfance. Il peut y avoir d'ailleurs des difficultés de couple parce qu'on ne trouve pas son équilibre, surtout quand on a des jumeaux de sexe différent. On peut rechercher dans notre compagnon ou notre compagne notre jumeau, notre jumelle, mais elle ne sera jamais à la hauteur en fait de ce qu'on espérait puisque ce n'est pas lui, c'est une autre personne. Le trouble de l'attachement borderline, donc des difficultés à s'attacher, on en revient encore à la même chose, ou à rester en lien parce qu'on a une sensation de peur de l'abandon, donc on peut être même très agressif avec les autres, et puis c'est souvent incompréhensible pour les autres. On peut être très impulsif, on peut, chercher à attirer, tester, manipuler, parce que voilà, on est en recherche finalement du jumeau. C'est inconscient parce qu'on n'a pas forcément, l'explication. Les parents n'ont pas forcément verbalisé le fait que vous étiez 2 en fait, mais en tout cas, tout ceci peut entraîner en tout cas. Un trouble dissociatif et une tendance à être ailleurs, donc certains survivants ont témoigné d'une sensation de ne pas être totalement là, de vivre avec un double et avoir cette partie manquante. C'est réellement un vide, un mal-être sans nom, on l'a dit, et ces difficultés peuvent vraiment entraîner des, des instabilités dans la vie émotionnelle au quotidien, dans la vie d'adulte, puis on devient parent. Donc tout ça a des conséquences qui peuvent malheureusement être sur du long terme si on n'en prend pas conscience. Donc j'ai mis ici quelques ressources. Donc le livre «Les jumeaux perdus», est très, très bien, parce que voilà, il donne des témoignages, il donne des indications un peu médicales, techniques. Là, on en est à la 5e édition parce que voilà, les études ont démarré, comme je le disais, dans les années 78. Donc à chaque étape, à chaque nouveauté, à chaque expérience, à chaque découverte, il y a eu une proposition de réécriture.
Ensuite, bon, bah, il y a une association Naître et Vivre qui existe. Je vous invite à aller, découvrir, pour ces familles qui ont vécu ce drame, qui en ont en tout cas l'information, peuvent être épaulées et un lien, d'une autre vidéo qui peut vous intéresser, sur un médecin justement berlinois qui donne son point de vue. Voilà, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a apporté, beaucoup, beaucoup de réponses si vous aviez ce genre de questions. Heu, c'est vrai que c'est pas évident, c'est un sujet qui est souvent méconnu. Il est même dommage qu'on n'aborde pas ce sujet. Bien sûr, je n'ai pas tout mis dans cette vidéo, ça durait trop longtemps et puis il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais j'espère que ces pistes de réflexion, vous permettront de vous apaiser si vous êtes un jumeau, avec, avec une perte de votre double. Je reste disponible sur psychologue.net pour pouvoir vous accompagner, si vous le souhaitez, dans ce développement et de cette libération d'esprit. À bientôt.